Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à Lomé. Dans ce beau décor, on en profite pour parler d'un pays très important, c'est-à-dire le Cameroun. Un pays qui, depuis quelques années, est en proie à une certaine déstabilisation, mais surtout 2 ans presque de la crise dite anglophone. Avec notre géopoliticien Luc Michel, on va analyser quelques angles. Luc Michel, déjà bonsoir et bienvenue à Lomé pour parler du Cameroun. Bonsoir à vous, Bachir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Un salut particulier aux spectateurs qui sont venus me saluer. Il y a beaucoup de Togolais, mais on a même vu hier des Camerounais. Alors, Luc Michel, justement, parlant du Cameroun, depuis quelques années, bientôt 2 ans, je reste un peu mesuré sur la question, il y a cette tension dans les régions dites anglophones et depuis quelques semaines, quelques jours, on entend l'ONU se prononcer. Comment on explique cet intérêt soudain des Nations Unies à quelques mois des élections? Tout d'abord, il faut dire 4 ans, puisque avant les troubles sur le sous-terme Cameroun, il y a eu des troubles généraux où on a essayé de lancer une révolution de couleur au Cameroun. Et tout ça est parti du sommet USA African Leader en août 2014 à Washington, donc ça fait 4 ans. Début 2015, le State Department américain demandait, alors qu'il n'y avait pas d'élection cette année-là évidemment, elles ont lieu en 2018, demandait à Paul Biya de partir. On est passé à un nouveau stade de l'agression. Et je suis content que vous me donniez la parole parce que c'est très important. On parle de dialogue, on parle de droits de l'homme, etc. C'est de l'hypocrisie et c'est du double langage. Ce qui se passe en fait, c'est que ce que voulait au départ la déstabilisation occidentale et ses agents au Cameroun, c'était que ne puisse pas avoir lieu l'élection présidentielle. C'était soit qu'elle ne puisse pas avoir lieu parce qu'il y avait des troubles dans la rue, soit qu'on ne puisse pas l'organiser dans la partie qui est frappée par Boko Haram et dans la partie qui est frappée par les terroristes amazoniens. Et vous savez que ça a permis, par exemple, à Paris, de contester les élections au Congo-Brazzaville. La fameuse question de la province du Poul. C'était ça qui était voulu. Et puis, Paul Biya n'a pas suivi ce mouvement, ne s'est pas laissé intimider. Il est candidat. Il y a les rodomontades de l'opposition qui racontent que Biya va perdre les élections. Moi, j'étais à Douala lorsque son cortège est passé la semaine passée. J'ai vu des cafés, des rues entières se vider avec des gens qui couraient pour saluer le chef de l'État. C'est un signal. On sait qu'il va gagner. Il s'agit donc, à partir de ce moment-là, à nouveau de tenter d'interrompre le processus. Ça se fait autour de ce que j'ai appelé un triangle infernal. Il y a tout d'abord la campagne qui est menée sur la question des droits de l'homme par Amnesty International notamment, accusant Biya et les généraux de crimes de guerre et qui a été reprise par le président du SDF, John Frudy, qui demande qu'on transfère Biya et les généraux camerounais, ne l'oublions pas, à la CPI à La Haye. Il y a ensuite la deuxième offensive. Elle est menée par le soi-disant réseau des droits de l'homme au Cameroun, le REDAC. C'est la caisse de résonance, moi je l'ai démontré dans des enquêtes, c'est la caisse de résonance d'Amnesty, d'Human Rights Watch. En fait, c'est la filiale locale de Georges Soros. Que dit le REDAC? Il propose une conférence vérité et réconciliation en n'expliquant pas qu'elle est à la source des malheurs actuels de l'Afrique du Sud. C'est elle qui a maintenu l'apartheid économique. C'est pour ça que, par exemple, Julius Malema et son parti, les Economic Freedom Fighters, se battent pour une deuxième révolution. De quoi s'agirait-il? On arrête le processus électoral, on fait une espèce de conférence et on nous dit, parce que ces gens n'hésitent pas à mentir, on nous dit que ça va se faire entre Camerounais, mais en pratique, on propose qu'elle soit encadrée, dirigée par les créatures de Georges Soros, par l'ONU, et par Ellen Johnson Sirleaf. Est-ce une façon de dire que l'ONU, les ONG nationales et internationales sont dans l'hypocrisie? Mais bien entendu, je vais vous parler de l'ONU, mais il faut dire encore un mot sur Ellen Johnson Sirleaf, qui est présentée comme la figure qui serait chargée de ce dialogue. C'est une ancienne Premier ministre, bien entendu, présidente du Libéria, mais c'est surtout l'ancienne directrice de l'Open Society Foundation Afrique du Sud de Georges Soros. C'est avec Mo Ibrahim, le milliardaire anglo-saoudien, sa principale associée. Troisième élément du triangle, l'ONU intervient. Il est appuyé par la diplomatie américaine et c'est le fameux Conseil des droits de l'homme de Genève. Il est présidé par le prince Zayed. Qui est le prince Zayed? C'est le neveu de l'ancien roi de Jordanie.
c'est le cousin de l'actuel. Qui est Zayed en fait? Il faut savoir que toute la famille, elle est aux mains de l'impérialisme anglo-saxon. Le prince, l'actuel roi de Jordanie, c'est un officier américain formé à Stenders. Et l'ancien roi, ce sont des gens formés à West Point. L'actuel roi, excusez-moi, a été formé à West Point et l'ancien roi à Stenders. Et là, c'est Zayed que nous parlons. Le prince Zayed donc, dirige le Conseil des droits de l'homme et il le dirige en fait pour une raison très simple, qui est purement et simplement d'y mener la politique occidentale. C'est lui notamment qui a mené toute la campagne contre Nkurunziza, contre Kabila, etc. Pour savoir ce qu'est la famille Hussein en Jordanie, il faut quand même savoir qu'à 2 reprises, les rois de Jordanie, au cours des 50 dernières années, ont fait tirer au canon contre leur propre peuple. Ce sont des gens disqualifiés pour parler des droits de l'homme. On reprend le rapport d'Amnesty International et c'est l'histoire du chien qui court et qui se mord la queue. C'est-à-dire que Amnesty International sert à justifier le Conseil des droits de l'homme, qui sert à justifier la diplomatie américaine. On est évidemment dans un complot contre le Cameroun. Ce n'est pas un processus de paix, c'est purement et simplement la nouvelle étape de l'agression. Mais que gagne-t-il à déstabiliser le Cameroun, Michel? Eh bien, c'est très simple, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le printemps africain. Le printemps africain, c'est l'adaptation à l'Afrique noire du printemps arabe. Le but, c'est un remodelage géopolitique. Il faut notamment changer les régimes au profit des Américains de 22 pays actuellement. Il s'agit en fait de mettre des régimes fantoches occidentaux. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a une grande cible. Ce qui était visé depuis le sommet USA-Africa de leader, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Nkurunziza, c'est la Chine. Le but officiel du sommet, c'était d'écarter la Chine économiquement et politiquement de l'Afrique. Vous savez que le Cameroun s'est tourné largement vers la Chine, comme l'a montré le discours de Xi Jinping recevant Paul Biya en Chine il y a quelques semaines. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de la géopolitique derrière ça. Jusque-là, on avait vu des guerres impérialistes pour le pétrole, le sous-sol, etc. Ça tient, c'est encore pris en compte au Cameroun. Par exemple, George Soros, qui a fait fortune dans un empire des mines en Afrique et en Amérique latine, il vise les mines de bauxite du Cameroun. Mais il y a derrière un objectif fondamental. On est actuellement dans des guerres géopolitiques pour le contrôle de positions géostratégiques. Les généraux américains, ils ont repris la géopolitique des généraux français des années 55-70, la géopolitique de Foccart et de Gaulle qui a servi à bâtir la France-Afrique. Matisse, par exemple, c'est le chef du Pentagone, le général Matisse, c'est un grand admirateur des généraux français. Il l'a dit dernièrement sur la base française de Djibouti. Que veulent les Américains? Ils ont repris, si vous voulez, le classement géopolitique de l'Afrique, de la France, des réseaux Foccart, etc. Il y a dans cette Afrique actuelle 2 cibles principales. La République démocratique du Congo, qui est le pivot de l'Afrique, il l'était déjà en 1960, entre le Sahel et le Cap, et le golfe de Guinée, qui est la deuxième centre. Le pivot du golfe de Guinée, c'est le Cameroun. Qui va contrôler le Cameroun va déstabiliser la CEMAC, la CAO, le golfe de Guinée, zone prioritaire, rappelons-le, définie telle quelle par l'Africom. Et ensuite, on va également déstabiliser les 2 pays qui sont au cœur du néo-panafricanisme, qui sont la Guinée équatoriale et le Tchad. Alors, un dernier et grand axe, va-t-on dire, comment éviter cela à la fois au Cameroun, mais surtout aller vers la pacification de tous les pays africains qui sont concernés dans ce schéma? Il faut, on en revient, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est ce fameux mode de dialogue qu'a lancé le président équato-guinéen Omang Nasogo. Il faut un dialogue national. Ce dialogue national, il doit se faire en Afrique, entre Africains, au Cameroun, entre Camerounais. Il ne faut pas d'Occidentaux, il ne faut pas d'étrangers qui prennent la parole là-dedans. Il faut des Africains et il faut évidemment une volonté de dialogue. Mais il y a un parallèle à ça. Vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui mâche les mots. Il faut régler la question du terrorisme. Et l'exemple qui doit être suivi, c'est celui de la Russie et de la Syrie. Vous savez qu'il y a encore 5 ans, des bombes explosaient à Volgograd, à Moscou. Le djihadisme tchétchène, le djihadisme du Daghestan frappait la Russie.
Poutine est intervenu énergiquement. C'est sa célèbre formule, il faut buter ces salopards jusqu'au fond de leur chiotte. Il a raison, c'est une pensée qui est brutale mais qui est la réalité. Il faut liquider la question du terrorisme, à la fois Boko Haram et à la fois l'Amazonie. On ne s'assied pas à table avec des terroristes, c'est ce que voudrait le REDAC par exemple. On ne s'assied pas à table. Alors Luc Michel justement, et pour notre dernière minute, l'Afrique tout entière a un regard aujourd'hui tourné à la fois vers le Cameroun, vers les pays du Sahel qui sont également confrontés à cela, mais aussi et surtout l'intérêt particulier qu'on porte aux élections du 7 octobre. Partout on en parle, un peu comme si c'était la dernière élection du Cameroun. Écoutez, à partir du moment où c'est un pays central, pivot de ce printemps africain, c'est un pays aussi qui résiste, l'élection est importante. Vous savez, ce qu'espéraient les Occidentaux, c'était ce qu'ils appellent l'effet domino. L'effet domino, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie stratégique des années 55-65 qui a été faite en Indochine par les Américains. Et là, ils subissaient le domino. C'était les Soviétiques et les Chinois qui renversaient pays après pays. Lorsqu'ils ont lancé le printemps africain, ils ont cru qu'ils allaient faire un effet domino pro-américain en Afrique. Le but, c'était quoi? Faire tomber Nkurunziza en quelques semaines, il a résisté. Faire tomber Kabila en quelques mois, il a résisté. Et puis l'étape suivante, c'était le Cameroun. Les autres pays qui sont autour n'étant là que pour suivre le mouvement. À partir de ce moment-là, on est dans une étape décisive. Il faut que le Cameroun ne soit pas déstabilisé. Il faut qu'on y règle la question du terrorisme. Mais il y a également une question qui domine actuellement la politique africaine, c'est la question de la paix. La paix, dialogue national au Togo, dialogue national à Malabo. Il y a eu un dialogue au Burundi qui s'est déjà fait sur une formule entre Burundais telle que moi je la préconise. Lorsque je suis allé au printemps 2016 au Burundi, on m'a demandé de faire une grande conférence à Bujumbura. Et on m'a posé une question qui était un peu une question piège, puisque tout le leadership burundais était là, députés, sénateurs, généraux. On m'a dit, que pensez-vous des discussions d'Arusha? J'ai dit, c'est un piège stratégique. N'y allez pas, ça a fait un immense scandale diplomatique, puisque même le Quai d'Orsay a commandé à Libération, le journal mercenaire de Paris, 2 grandes pages couleur contre moi. Les Burundais, j'ai été suivi par le CNDD-FDD au bout de quelques semaines. Et ils ont discuté là-bas. Et le Burundi est en train d'être pacifié. Mais jusque maintenant, à Arusha, rien ne s'est sorti. Donc, le format de Malabo, la pacification entre Africains, c'est celui qui a lieu entre l'Éthiopie et l'Érythrée, entre Éthiopiens, entre Sud-Soudanais, et Soudanais. Il faut que ça soit la même chose qui fonctionne, y compris au Cameroun. Merci à vous, Luc Michel, pour toutes ces analyses, ces éléments que vous apportez pour la contribution vers la paix dans nos pays en Afrique. Merci à toute l'équipe ici à Lomé, Milor Tinda, Michel Lestève, Vondo Manuela Siké, Mohamed Bachir Ladan vous disent bonsoir.